effectivement, j'avais l'envie de contourner plein de figures imposées qu'on attend un peu chez un chanteur. Et a fortiori, c'est chez un chanteur qui est pas connu, parce que je suis un chanteur pas connu. D'ailleurs, toi qui nous regardes, tu ne me connais pas, parce que voilà, un artiste pas connu, ça dit à un moment, à un concert, bon, on a des albums à vendre. Enfin voilà, il y a cette étape-là comme ça qui est un peu obligatoire, mais qui est un peu con quoi. Voilà, j'ai essayé de trouver une manière de le faire qui s'intègre au spectacle et qui soit drôle. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Zachary, chanteur, auteur, compositeur, interprète, cadreur, monteur, scénariste, intervieweur, mais donc essentiellement artiste. Bonsoir Zachary et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mathieu, merci à toi. J'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes, ce qui à mon sens met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en citer une vingtaine d'autres sans pour autant parvenir à te cerner. Et c'est une très bonne nouvelle. J'aimerais également présenter Gaëtan qui va être présent durant toute l'émission à la régie et qui viendra à la fin nous livrer son point de vue subjectif. J'ai intitulé cette interview « Réhumaniser son artiste » pour faire une sorte de hors-série dans la continuité des autres entretiens que j'ai et que je vais réaliser. J'ai ressenti quelque chose de commun dans ta trajectoire musicale et celle de mes autres invités, sauf que selon moi, il ne s'agirait pas là de 3, mais de 4 étapes. L'étape 1, ce serait celle où tu te mets à chanter seul, sans te sentir légitime à partager ça sur une scène. L'étape 2, ce serait le moment où tu te dis, après tout, pourquoi pas chanter en public et où tu cherches quelques concerts pas ou peu payés. L'étape 3, ce serait le moment où tu essayes de structurer ton projet, mais où tu décides de suivre les conseils de ceux qui se positionnent en sachant. Et l'étape 4, ce serait celle de l'alignement, celle où l'élan premier rejoint l'expérience acquise pour former un tout singulier, authentique et humain. Donc, c'est ce qui me fait penser que l'étape 4, c'est aussi peut-être tout simplement réhumaniser son artiste. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais nous dire d'ailleurs, Zach, si tu es d'accord avec ces étapes et quel est ton vécu personnel de celles-ci ? Je trouve que c'est bien résumé comme trajectoire, même si je crois qu'on se rend pas compte des étapes au moment où on est, comme souvent dans la vie, je pense. Et effectivement, moi j'ai commencé la musique dans l'intimité la plus totale, comme quelque chose de très personnel. Et ensuite, ça m'est un peu tombé dessus sur le tard aussi. Et ça, je pense que c'est bien de le préciser d'entrée parce que j'ai pas un parcours de musicien, disons, élevé pour ça ou qui a été vraiment toujours accompagné par cette idée-là qui voulait être musicien. Donc ça, c'est une étape, je pense, importante à préciser. Ensuite, oui, le moment où on doit se poser la question de comment on montre ça au public ou voilà, si on en a l'occasion et la chance, effectivement, qui est pas une étape très facile. Ensuite, la troisième étape, c'était laquelle? Tu peux me le rappeler? Alors la troisième étape, c'est celle où, en fait, où tu commences à te produire et à te trouver des concerts qui sont peu ou pas payés, où tu commences à écouter aussi les conseils des gens qui sont plus loin dans le jeu que toi. Voilà. Ça, je pense que c'est un peu l'étape la plus tranchante et celle qui permet ou non la quatrième étape, c'est-à-dire ce que tu as appelé l'alignement. Moi, je sais pas si c'est l'heure de l'alignement, puisque comme je te le disais, on se rend pas compte des étapes qu'on traverse en général dans la vie. Donc, j'aimerais bien le voir comme ça. J'aimerais bien que ce soit dans cet ordre-là et que ce soit à ce moment-là. Ben, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti à l'annonce de ce qui est ton nouveau spectacle, puisqu'on peut parler de spectacle et pas de concert là à ce niveau-là. Et du coup, je sens que voilà, il y a un alignement de tous tes savoir-faire qui te permet d'être en fait en authenticité devant les gens sans faire de compromis a priori. Mais on y reviendra. J'avais une question aussi qui concernait l'exercice de l'interview. Est-ce qu'il te semble impudique ? Oui, mais moi je trouve que les choses deviennent vite impudiques et surtout dans le domaine artistique. Et justement, ça c'est vraiment un questionnement qui m'accompagne puisque j'ai tendance à penser qu'une de mes forces, c'est justement la pudeur et que j'aime bien lire ça chez un artiste,
chez un chanteur. Du coup, pour moi, c'est un thème hyper important et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc oui, une interview, c'est totalement impudique, comme un concert. Ok. Ben, je me doutais que ce serait un peu ton avis sur la question, puisqu'on va pas le cacher à ceux qui nous regardent. En fait, on est amis depuis très longtemps. Et du coup, en préparant cette interview, j'étais hyper heureux de le faire avec toi. Et en même temps, je me disais comment respecter ta pudeur et ne pas rester en surface. C'était une question qui a habité toutes les questions que je te poserai par la suite. Et du coup, je te la pose même maintenant un peu en disant, d'après toi, c'est où ce fil là, sur lequel on peut danser tous les deux? Bah, je crois déjà que un artiste, en tout cas moi, en tant qu'artiste, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux qui jouent sur la pudeur et le fait d'essayer de la dépasser. Du coup, moi je trouve ça assez justifié qu'on en cause, puisque je dois essayer d'aller au-delà de cette pudeur. Sinon, une discipline ou un art n'est jamais vu et reste vraiment tout à fait valable, mais totalement intime et secret en fait. Hmm. Donc, euh, donc voilà, ouais. Si on revient au début de ton parcours, justement, qui t'amène aujourd'hui à faire le spectacle, ben, le tout nouveau spectacle qui sort en ce moment, est-ce que dans tes débuts, tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier dans la vie en général et dans le monde de la musique en particulier? Oui et non, parce que le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que j'ai souvent considéré les autres comme des extraterrestres. Donc, euh, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres? J'ai toujours pas la réponse à cette question. Ok, mais tu ressentais un décalage en tout cas. Oui, je pense, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ça m'est un petit peu tombé dessus, la musique. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir, du cercle le plus intime, d'aller un peu plus loin, de faire un premier album, de commencer à faire des concerts, et puis ensuite de faire des concerts. Donc, j'ai forcément senti un décalage puisque j'ai pas du tout grandi là-dedans. La musique, je l'ai filmé beaucoup, je l'ai observé, toujours dans l'ombre. Dans ma pratique de réalisateur, qui est ma formation initiale, qui est mon métier initial, que je continue de faire. Mais voilà, du coup, quand je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire sous les lumières plutôt que caché derrière une caméra, j'ai forcément senti des décalages, mais qui étaient cool. Enfin, c'est-à-dire des décalages plutôt excitants, qui m'ont porté plus loin, qui ont amené vraiment beaucoup de choses, mais des décalages quand même, ouais. Ok. Euh, est-ce que par rapport au décalage que tu as ressenti quand même dans un premier temps et le fait que ça s'aligne de plus en plus pour toi, tu te sens en accord avec l'artiste que tu es aujourd'hui? Alors, bah, je crois que j'ai toujours été en accord avec l'artiste que j'étais et que je suis, mais que certaines personnes ne l'étaient pas vraiment, en même temps que moi. Je pense que c'est le décalage, il est souvent. En fait, moi, mon projet, il est ce que j'aime voir dans un projet musical et ce que je voulais faire un peu naturellement, et puis aussi par pudeur et par mon caractère, c'était de le faire vraiment en tant que moi, c'est-à-dire ne pas créer de personnage et être sur scène moi-même. D'ailleurs, le projet s'appelle Zachary comme moi. De pas faire la distinction entre la personne sur scène et l'humain que je suis dans la vie de tous les jours. Et, euh, et du coup, je pense que ça a été le premier décalage aussi, parce que je pense que, enfin peut-être on y reviendra, mais la notion de personnage est vachement importante. C'est plus le monde qui s'accorde à ce que tu proposes que l'inverse, si je comprends Oui, puis bien. finalement, je pense que du coup, je suis peut-être de plus en plus en accord à mesure que mon personnage se forme. Et je pense que dans une trajectoire d'un artiste, il y a ce truc-là, je crois, qui s'opère. Donc finalement, moi j'ai souvent pensé que c'était euh, ne pas faire preuve d'authenticité que de construire un personnage pour la scène. Et donc je me refusais un peu à le faire, quitte à ce que le message passe pas très bien, ou du moins voilà que je rassemble pas suffisamment à un moment donné. Et finalement, je suis de plus en plus à l'aise à mesure que mon personnage s'affine et se précise, et que je le considère aussi comme tel, parce que je pense que ça c'est vraiment une étape, je crois. Ok, bah comment tu nous décrirais du coup ce personnage qui se dessine de plus en plus?
Bah, je crois qu'il est pas du tout. Il est très proche de ma réalité, de mon caractère, de ma vie de tous les jours, mais je l'ai accepté comme un personnage. Euh, C'est-à-dire qu'il est justement assez distant sur les choses, assez pince sans rire, euh, calme, ironique. En fait, il joue pas vraiment. Il joue le jeu sans y jouer vraiment. Euh, une certaine façon de pas vraiment se mouiller, de rester un peu l'air de rien. Je pense que ça c'est une expression que j'aime bien. Il y a ce truc-là de nonchalance. Euh, mais du coup, ça fait partie de mon caractère, mais c'est pas vraiment contrôlable. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais moi-même et j'étais un peu ce personnage nonchalant, etc. Mais il suffisait de pas grand-chose pour que ça passe complètement à côté et que finalement, que ce soit pas du tout productif pour l'écoute et pour voilà, l'échange et tout ça. Du coup, finalement, j'ai juste accentué un peu tous ces traits de caractère et surtout, j'ai considéré ça comme un personnage, même si en fait tout ça est mêlé, quoi. Ok. Ça voudrait dire que ta casquette de chanteur, ton personnage de chanteur, c'est finalement, t'as pris le recul sur toi-même que t'avais sur le monde dans un premier temps. Donc t'as de la distance à peu près sur tout, en fait. Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé de mettre de côté cette authenticité tout en restant moi-même. C'est nul, Et c'est- tu coupes, non, tu coupes. non, c'est pas nul. Mais c'est là où on voit justement que l'exercice est un peu périlleux dans le sens où justement il y a cette pudeur qu'on a déjà évoquée, qui va être présente tout au long de cet échange, et où en fait, moi je sens que cette pudeur, elle est pas là quand tu chantes. Mais à partir du moment où la chanson elle est finie, jusqu'à ce que la prochaine recommence, il y a cette posture un peu particulière de personnage distant, mais justement qui marche super bien. Et en fait, finalement, c'est quand t'es dans la chanson qu'il y a qu'il y a du premier degré et que c'est pas grave. Mais tout le reste, le premier degré passe pas. Bah ouais, exactement. En fait, je pense, moi, j'adore faire ça. Puis même, j'ai l'impression que c'est presque, enfin, que c'est aussi une défense. Enfin, c'est une façon de. euh, c'est vrai que les chansons, elles sont hyper intimes. C'est beaucoup de ballades. C'est beaucoup de choses, en fait, assez sérieuses, assez mélancoliques, douces amères. Enfin, et il y a même parfois des choses mais complètement plombantes, quoi. Enfin, je veux dire, je suis des fois, un set, je te le plombe, hein, tu vois. Mais bien. Enfin, je pense que quand ça marche bien, voilà, c'est joli, quoi. Et du coup, une fois que j'ai finalement donné cette chanson là, cette balade qui pourrait être un peu plombante et tout ça, bah je peux pas m'empêcher derrière de prendre un gros mouvement de recul comme pour signifier au public euh, que tout ça c'est pas si important, que le bon moment c'était cette chanson là que je viens de chanter et que là maintenant qu'on redevient des civils, je vais pas rester dans ce truc là. Au contraire, je vais en rire. Moi, j'aime bien je pense que dans mes chansons, il y a ça, ce truc doux, amer, et du coup, il se retrouve aussi dans les interchansons, quoi, dans ce moment-là où je suis moi-même, et ouais, où voilà, où je dis, mais en fait, c'est pas, tout ça n'est pas si grave, tout ça n'est pas important, rions un peu, et ensuite, je vais vous replomber avec une bonne balade, un bon slow, voilà. Et j'ai l'impression que du coup, moi déjà, je suis à l'aise avec ce fonctionnement-là, enfin, ce truc-là, quoi. Euh, mais en plus, je pense que ça met en valeur mes chansons comme elles, à leur juste mesure, quoi. Ok. J'aimerais juste prendre un moment pour parler de ton premier album. En tant qu'ami, justement, quand t'as fait cet album, alors je sais pas, il date de 1 ou 2 ans, ou peut-être même pas. 2018, je crois. 2018, donc ouais, 2 ans Oui. et demi, un truc comme ça. Mm. Euh, quand j'ai su qu'il y avait cet album qui était sorti, je me suis dit, en tant qu'ami, c'est difficile de dire à un ami qu'on n'aime pas vraiment ou je sais pas quoi. Donc, en fait, j'ai vraiment prié pour que cet album soit bon. Et les mots qui Mm. me sont venus tout de suite, euh, on aurait dit un deuxième, voire un troisième album directement. Il y a des arrangements de ouf. C'est des chansons qui sont toutes singulières, très belles, qui s'enchaînent très bien. Et il y a une maturité déjà dans, je sais pas, la musicalité, la production. C'est doux, c'est fin.
J'ai trouvé ça vraiment très agréable et donc j'invite tout le monde à aller écouter ça sur les plateformes adéquates ou alors même à commander un album parce qu'en plus il est très beau l'objet. Il y a les dessins d'Olivier Bonhomme qui gâchent pas l'affaire et il y a ce nouveau spectacle où évidemment j'imagine qu'il y a des chansons de cet album-là quand même qui en font partie. Ouais, oui, 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 parce que c'est une étape hyper importante d'enregistrer un album et surtout moi comme ça s'est passé pour moi, enfin j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être accompagné par Z Production qui a un label qui m'a permis de faire un album justement comme tu as dit si gentiment, merci beaucoup qu'il était assez en tout cas sur la production léché et bien fait avec la possibilité de faire venir des musiciens, etc. Et effectivement, moi-même, je pense que c'est le fait d'avoir été musicien sur le tard, parce que finalement, moi, j'ai commencé vraiment à professionnaliser ma musique la trentaine bien passée, quoi, enfin 32, 33, donc finalement c'est assez tard. Du coup, peut-être que c'est pour ça que l'album il ressemble pas à un premier album qui normalement est censé être plus bricolé, plus voilà, plus roots, plus cru et tout ça. Et peut-être que c'est ça. Comme je me suis dit, t'es pas tout jeune, fais un joli truc, quoi. Et je pense que mon deuxième album, par contre, ressemblera à un premier album. Je pense parce que C'est un j'ai objectif. l'impression. Ouais, 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 ouais. Bah justement, j'ai pas eu cette étape d'un peu plus roots, d'un travail plus, ouais, un peu plus cru. Donc voilà. Mais en tout cas, le spectacle, oui, il y a des chansons de ce premier album parce que j'avais fait déjà à l'époque pas mal de vidéos sur ces chansons-là. Et je trouvais dommage de pas utiliser à la fois ces chansons-là et les vidéos qui correspondaient. Donc donc voilà. Mais à terme, moi, mon spectacle, je le veux assez évolutif et les chansons vont se faire remplacer par d'autres. Et ça va être chouette aussi. Oui, il y a toute une mécanique dans ce nouveau spectacle. En fait, tu m'as expliqué, je l'ai pas vu, j'ai pas eu cette chance encore, mais j'espère bien l'avoir un jour. Il y a vraiment quelque chose de, euh, on sent dans ta musique déjà quelque chose de très personnel qui emprunte à énormément de choses qu'on connaît aussi, puisque c'est des chansons. Il y a vraiment le terme de chanson, il est vraiment bien adapté à ce que tu proposes. Mais quelque chose de chaud qu'on a l'impression de connaître déjà tellement ça va directement chez nous. Et il y a un truc de l'ordre de l'artisanat, même dans la production qui a été léchée avec les arrangements, les cordes, etc. On sent que la base, elle est artisanale. Et ça aussi, c'est ce qui est réussi dans ce premier album pour moi. C'est le mélange entre une production léchée qui ne gâte pas l'artisanat premier. J'ai trouvé ça vraiment très fin. Bref. Tout ce que je voudrais dire, c'est, on parlera plus tard des spécificités de ce nouveau spectacle, mais on va revenir un petit peu sur les casquettes que j'ai citées en introduction. Il y a énormément de choses. En fait, finalement, c'est tout autour de l'artistique, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que il y a une casquette que tu préfères à une autre? Est-ce que celle de chanteur, c'est ta préférée? Non, non. Je sais pas, je crois pas. En fait, ça dépend vraiment des moments. Moi, je crois que ma position première, c'est-à-dire dans l'ombre et derrière une caméra, je pense que c'est ça ma position préférée. En tout cas, c'est là que je me sens le plus efficace, c'est le plus juste, je crois. Et puis c'est moins risqué aussi qu'être en pleine lumière derrière un micro. C'est moins de pression aussi avec le temps. Je pense qu'avec l'expérience, un tournage que je réalise, je l'envisage pas comme un concert. Donc moi je pense que c'est plutôt la réalisation et le fait d'avoir fait du coup un spectacle qui mêle les deux. Moi ça me permet, je pense, de d'accepter beaucoup plus ma position scénique. Enfin même si je l'acceptais déjà plutôt pas mal avant, mais de la justifier encore plus. Moi, ce que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué, en fait, tu utilises toutes les cordes que tu as à ton arc pour respecter le chanteur que tu es, en fait. C'est comme si toutes les autres casquettes étaient au service du fait que tu sois OK pour être chanteur et que tu donnes ce que tu as envie de donner en tant que chanteur et pas plus, pas moins, avec des espèces d'exercices de style obligatoire dans le concert, du style vous êtes chaud, achetez mon album et tout un tas de trucs en fait qui sont pas vraiment
bah, heureux. Il y a des gens qui doivent aimer faire ça, mais c'est pas la partie de l'exercice la plus confortable pour la plupart des musiciens. Et toi, tu as contourné d'une certaine façon. C'est comme si tu avais contourné cet obstacle, mais parce que tu as déjà dans ton carquois, tu vois, tu as utilisé toutes les flèches que tu avais à disposition pour dire, bah tiens, comment je vais faire un truc à moi avec les exercices imposés, mais les détourner, ces exercices, pour arriver à quelque chose de singulier et qui, en fait, au moment où ces exercices normalement forcent, parce qu'on se dit putain, encore quelqu'un qui nous vend son album ou encore quelqu'un qui va nous dire est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous êtes là. Là, ces moments-là, de la manière dont tu les as détournés, eh ben ils vont être beaucoup plus vivants que quand ils sont faits de façon traditionnelle en fait. Et ben ouais, je pense que, enfin, c'est une bonne manière de voir les choses. J'espère que ça, ouais, ouais, je crois que ça reflète ça. Mais d'un autre côté aussi, je pense que ça vient compenser aussi des faiblesses. Je pense que et des lacunes. Et donc dans ce sens-là, c'est moins flatteur, mais c'est vrai aussi, quoi. Hmm. Je pense que quand je disais ça me justifie encore plus. Oui, c'est vrai parce que l'attention est pas focalisée que sur moi. Et d'un autre côté, ça parle vraiment de moi, c'est assez égocentré comme truc. Donc du coup, c'est une manière de détourner l'attention aussi et de finalement faire semblant de pas être le seul enjeu de la soirée. Et, et effectivement, j'avais l'envie de contourner plein de figures imposées qu'on attend un peu chez un chanteur. Et a fortiori, c'est chez un chanteur qui est pas connu, parce que je suis un chanteur pas connu. D'ailleurs, toi qui nous regardes, tu ne me connais pas. Et on observe quand même des règles de chanteurs connus qui m'ont toujours semblé étranges un peu. Et parce que quand on est un chanteur pas connu, on débarque sur scène, on, on passe quand même un quart d'heure à se demander, en même temps qu'on chante, j'espère que ça va, j'espère que ça va, j'espère que ça prend, j'espère que c'est bien. Et au bout d'un moment, on arrive à se détendre. Donc ça, c'est la première étape que je voulais essayer de pallier ou de sauter en faisant un court métrage d'introduction, un pur court métrage de 4 minutes, donc le temps d'une bonne chanson. Je suis pas présent sur scène, mais voilà, le public voit un court métrage et c'est moi, chez moi, la journée qui précède le concert, et je me pose des questions en voix off sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et puis est-ce que voilà, des espèces d'atermoiements, mais sur un mode vraiment humoristique. Et donc pendant 4 minutes, voilà, en fait, je pense il me voit dans un truc maîtrisé mais intime. C'est-à-dire, enfin, je choisis de montrer certaines choses et pas d'autres, mais c'est quand même de l'intime et c'est vraiment comme une présentation. Enfin, en fait, c'est voilà. Et du coup, quand je débarque sur scène, j'ai l'impression de d'avoir sauté ce quart d'heure justement où on est censé s'apprivoiser, où je me dis j'espère que ça marche, j'espère que c'est bien, voilà. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1 qui était vraiment, je trouve, hyper risquée à chaque fois, quoi, c'est l'apprivoisement, quoi. Effectivement, tu l'as dit, le moment où on doit vendre son album, parce que voilà, un artiste pas connu, ça dit à un moment, à un concert, bon, on a des albums à vendre. Enfin voilà, il y a cette étape-là comme ça qui est un peu obligatoire, mais qui est un peu con quoi. Enfin et du coup, moi j'ai carrément fait une pub, une publicité, voilà, que je balance comme ça et j'en fais la voix off en direct et on voit des images, voilà, kitsch de publicitaire pur et tout ça. Et donc voilà, ça c'est une manière en fait de jouer le jeu sans le jouer, en gros. Enfin voilà, toujours plus malin que tout le monde, d'éviter cet écueil-là qui m'a toujours aussi fait un peu bizarre. Que je trouve qui vient pas salir un concert, mais qui vient mettre un petit truc, qui vient rappeler que on a besoin d'argent dans la vie et tout ça. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver une manière de le faire qui s'intègre au spectacle et qui soit drôle. Et enfin, le troisième grand truc, c'est quand on est un artiste pas connu, c'est ce moment des rappels. Parce que je veux dire, Calogero, par exemple, il sait qu'il va avoir un rappel, il va l'avoir son rappel. Donc Calogero, il s'en va et il boit un coup d'eau, on le rappelle et il revient. Mais un chanteur pas connu, on doit prévoir quand même ce truc, cette éventualité que le public soit conquis et ne veuille pas que l'artiste quitte la scène. Et donc on prévoit un rappel, ce qui est parfois absurde parce que des fois on n'a pas du tout envie de vous rappeler, hein. Et donc là, du coup, là encore, quand le concert est presque fini, je lance juste une demande
pur et simple de rappel au public, et le public me rappelle, il est obligé de me rappeler. Et il le fait, je crois, du coup, avec légèreté, quoi. Enfin, donc voilà, jouer avec tous ces codes, c'était aussi un peu un des enjeux de ce spectacle. Eh ben, ça donne super envie. Et puis moi, je me reconnais vachement dans le fait de la créativité au service de j'ai des faiblesses, mais pour contourner ces faiblesses-là, je vais être créatif. Et c'est ça qui va faire ma singularité, en fait. Et de voir aussi quelque chose de ludique. J'imagine quand même qu'il y a beaucoup cet aspect-là aussi dans ce que tu te proposes pour monter ce spectacle. A priori, si jamais c'était pas ludique pour toi, il y aurait des chances que ça ne vaille plus le coup. Et d'ailleurs, on a la chance de pouvoir regarder quelques extraits, donc on va faire une petite pause pour regarder tout ça. C'est une drôle de chose que d'écrire des chansons seul sur un canapé et d'envisager ensuite de les chanter en public. Une bien drôle de chose qu'un concert quand on y pense vraiment. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? Et s'ils ne m'aimaient pas, immédiatement, inconditionnellement, qu'ils se prenaient d'antipathie pour moi aujourd'hui, alors ce serait tout à fait raté. C'est plein de doutes un chanteur avant un concert. Oh, mais toi, tu veux être une vedette ? Bah non. Bah alors ? Non, mais les gens aiment les vedettes. On n'est pas obligé d'être une vedette pour être aimable. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? Parce que j'aime pas les chanteurs qui parlent trop, qui disent des choses comme parfois la vie, qui questionnent le public sur sa localisation. Est-ce que vous êtes là ? Puis surtout qui commencent toutes leurs phrases par la prochaine chanson. La prochaine chanson, je l'ai composée avec le souvenir de mon grand-père quand il préparait la confiture. La prochaine chanson, je l'ai composée pendant le premier confinement. La prochaine chanson, je l'ai écrite dans un Airbnb non loin de Prague. La prochaine chanson parle de l'enfance. La prochaine chanson parle d'elle-même. La prochaine chanson, elle parle de Pipou. Pipou, mon chien qui était à moi. C'est pour toi, Pipou. Où que tu sois, je sais que tu me regardes. Je sais que tu m'entends. Je t'aime. La prochaine chanson parle des amours. L'émission Les Amours. Je sais pas pourquoi j'ai écrit une chanson là-dessus. La prochaine chanson, je l'ai écrite, mais sans aucune raison valable. Et puis alors, il y a un autre truc, c'est que j'ai la fâcheuse tendance à n'écrire que des ballades. On me l'a dit souvent, d'essayer d'être moins intimiste. Est-ce que je devrais pas écrire des chansons peut-être plus entraînantes ? Comme cette musique d'attente, par exemple. C'est pas mal. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai remarqué des prélèvements sur mon compte que je comprends pas très bien. C'est les frais de gestion de quoi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? Rien, tiens. Je rentre sur scène, puis pas un mot. Je me pose, nonchalant mais grave, et j'entame la première chanson sans préambule. Bim. Je t'ai déjà fait cette réflexion en off, mais je vais la faire ici même. C'est simplement que les spectacles avec des écrans, ça va être soit des grosses productions avec des gens au clic qui jouent comme des machines et donc sont vraiment au poil de cul, qui peuvent pas se permettre de s'arrêter, de discuter avec les gens parce que c'est trop rodé, c'est trop gros. Et autrement, ça va être des trucs un petit peu what the fuck avec des ciné-concerts, même si je peux bien aimer. Mais simplement, il y a ces deux extrêmes de soit on est au fin fond d'un truc désaffecté avec des musiciens qui font que des instrumentales sur des images found footage, là, des petites images qui se répètent, etc. Soit on est dans les grosses productions. Et là, j'ai l'impression que c'est bizarre parce que ça paraît simple, mais c'est comme si tu posais quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup ça, et pourtant, j'ai un peu baroudé et tout. Je suis allé voir des trucs à droite à gauche, et je pense que une atmosphère intimiste, chaleureuse, avec ce côté écran, et avec ce côté pas de côté, et la connivence que ça implique avec le public, franchement, c'est bien joué, et il y a toutes les chances que ça fonctionne et que tu sois demandé un petit peu de partout. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Merci, mais ouais, t'as bien raison. En fait, tu parlais d'artisanat tout à l'heure, et je pense qu'on est un peu là-dedans. Moi, j'ai choisi la taille d'écran pour pouvoir y apparaître, par exemple, à peu près en même proportion que dans la réalité. Donc, c'est un écran qui est pas trop grand, en fait, qui fait 2 mètres d'envergure, qui fait mon envergure, en fait. Et du coup, je voulais qu'il y ait un petit côté bricolé, même dans les vidéos.
qu'on sente un petit peu un truc très fait à la main, fait maison, quoi. Mm, mm. Eh ben, je pense que ça a toutes les chances de séduire les gens parce qu'en fait, euh, je pense pour avoir vécu un petit peu le monde de la musique. Alors il y a quelques années, j'ai un fuseau horaire de retard a priori, mais il y a une énergie qui est très forte, euh, qui pousse au cul pour se conformer rapidement. Moi, je l'ai vécu en groupe, ça. Et du coup, j'avais une question aussi au niveau du groupe, parce que je sais que tu as joué en trio à des moments, même en quatuor à certains autres, si je me trompe pas. Euh, Trio surtout, ouais. Trio. Trio surtout. Est-ce que c'est plus difficile de gérer sa barque quand on est plusieurs ou quelles sont les difficultés qui apparaissent quand on est plusieurs et qu'on doit essayer de mener un projet au niveau de la viabilité? Je pense que c'est vraiment deux plaisirs différents. Enfin, si en tout cas je veux parler de plaisir, vraiment de ce que ça procure, c'est vraiment deux choses différentes. Quand tu es seul en scène, ça c'est beaucoup plus risqué parce que voilà, tout est dans tes mains et dans ta voix. Enfin voilà. Euh, et en même temps, ça crée du silence, ça crée des moments magiques, des trucs voilà où on n'est pas vraiment seul. Enfin, un truc vraiment classe là-dedans. Et puis jouer à trois, c'est partager le moment. Donc c'est aussi même dans les à côté du concert, quand on arrive dans une salle, quand on se prépare, quand on s'installe, quand on mange, quand on boit des coups après, jouer à trois ou jouer à plusieurs, ça permet ce truc-là qui est quand même vraiment chouette. Donc c'est vraiment deux choses très différentes avec les mêmes chansons. C'est assez marrant. Est-ce que ce nouveau spectacle, il sera possible de le faire en trio aussi pour toi? Est-ce que tu as envisagé cette possibilité? En fait, dans le spectacle, il y a pas mal de choses de musique virtuelle. Il y a quelques duos virtuels, en fait. Donc là, c'est un parti pris de départ que je fais en étant seul avec un écran pour éprouver vraiment cette forme-là et essayer aller au bout de ce truc-là, justement, de cette figure seule, de chanteur seul comme ça, et accompagné, augmenté d'un écran. Et dans l'écran, il y a des humains quand même. Donc il y a moi, je fais un duo virtuel avec moi-même au piano par exemple, mais dans pas longtemps je vais faire un duo avec Silène, la chanteuse Silène, euh, où du coup elle sera dans l'écran. Donc il y a une espèce de truc comme ça que je veux créer, de donner de la vie et de la spontanéité avec du virtuel et de pas être du tout dans un truc futuriste, d'être dans un truc assez bricolé, assez simple, mais où du coup voilà il n'y a pas d'autre présence que la mienne. Et par contre plus tard j'exclus pas si ça marche bien, si il y a une autre écriture d'une autre version de faire ça, mais pas dans des grosses formes, ouais, d'être en duo ou en trio avec un autre musicien, ouais. Ok. Et est-ce que dans ce spectacle, au-delà des Zachary artistes, donc du coup, évidemment, tu as réalisé les vidéos qui sont projetées, tu t'occupes de faire, bah, c'est toi qui fais toute la musique, c'est toi qui chantes. Et donc, est-ce qu'au-delà de ça, il y a plein de Zachary qui sont déjà à l'œuvre pour mettre le spectacle en place, mais est-ce qu'il n'y a pas dans tes chansons tous les autres Zachary tout court, c'est-à-dire l'homme, le conjoint, le frère, le fils, le lyonnais, etc., etc. C'est peut-être une question un petit peu Laurent Delahousse, mais je me Hmm. permets. Non, mais je pense, oui, c'est pas faux. Enfin, je pense dans un répertoire d'un chanteur, je crois qu'il y a un peu tout. Et puis il y a même, moi, je suis pas auteur de toutes mes chansons. Il y a pas mal de textes qui sont écrits par d'autres gens. Donc, en fait, il y a pas que moi. Il y a d'autres personnes aussi. Ok. Et est-ce que tu as l'impression de faire des concessions, toi, dans ce nouveau spectacle? Bah non, pas du tout. Je crois au contraire. Je pense que, enfin, j'en ai jamais vraiment fait, mais j'ai essayé d'en faire, je crois. Mais même, enfin, ça a pas marché, quoi. Non plus voilà, enfin, de rester tel quel. Là, c'est comme je disais plus tôt dans l'interview, je crois que euh, je suis tel quel, mais c'est un tel quel plus abouti et aussi, je crois, plus maîtrisé, plus réfléchi, même peut-être plus manipulateur, enfin, plus conscient de ce qu'il peut créer. C'est un tel quel, c'est vraiment moi, mais je pense que c'est beaucoup plus réfléchi qu'avant, ouais. C'est plus maîtrisé. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler justement dans ton travail et dans ta vie, ce mot de maîtrise, est-ce qu'il est important? Oui, je pense. Enfin, là, j'allais dire. Le mot est pas Jojo. Je crois. Il y a un truc dans le mot que j'aime pas trop, hein.
Mais d'un autre côté, je peux que constater que je suis très maîtrisé, que j'aime bien avoir le contrôle des choses sans être un contrôle freak. Enfin, moi, j'aime bien collaborer, je laisse de la place, je crois. Mais n'empêche, je crois que euh, j'ai justement sur scène, par exemple, un laisser-aller qui est très court, qui est pendant les chansons, et même pas toutes. Il y a certaines chansons où là, il y a un laisser-aller, mais sinon, il y en a pas tellement, non. Je suis plutôt maîtrisé. J'aime bien avoir le contrôle de ce que je suis en train de faire. Euh, mais comme dans la vie, d'ailleurs, je pense, par exemple, quand je suis vraiment très sous, je reste quand même très maîtrisé, par exemple. Donc c'est vraiment un truc très profond, un truc un peu, tu vois, qui va pas laisser aller jusqu'au bout. Je Donc comprends. le mot maîtrise, je pense que oui, il convient, mais que je l'aime pas trop non plus. Comment est-ce que tu nous expliquerais ta perception du récit collectif lié à la musique vécue de l'intérieur? En d'autres mots, quelles sont les croyances que tu ne nourris plus en t'affranchissant des attentes des gens du métier? Quand j'ai sorti mon premier album et que j'ai un peu débarqué comme ça sur la scène lyonnaise, disons, enfin régionale, il y a eu un enjeu, enfin il y a eu un vrai enjeu d'un seul coup, alors que ce qui me préservait bien, c'était qu'il y en ait, que j'en sente pas, qu'il y en ait pas trop, que ce soit comme une espèce de bonus comme ça dans la vie. Bah tiens, je vais faire un album. Ah bah tiens, en fait, non, mais je vais aller le défendre sur scène. Voilà, je vais essayer d'aller plus loin, tout ça. Donc il y a eu des enjeux que j'ai essayé de choper, enfin, mais sans vraiment y arriver. Et en même temps, je pense que ce truc-là m'a un peu gâché le plaisir à plein d'endroits, à plein de moments. Et donc, je pense que juste avant le Covid, moi, j'avais finalement, je considérais que j'étais en création, donc j'avais pas vraiment de concerts et tout ça. J'ai pas eu d'annulation et tout ça parce que mon actualité était au point mort à ce moment-là. Donc, le Covid a ancré encore un peu tout ça. Et en même temps, je me suis dit, bah voilà, là, je, on est sur du temps long. De toute façon, je vais pas me précipiter pour faire des choses. Là, ça va être l'occasion de pousser l'écriture de mon spectacle et de revenir, parce que je considère que je reviens à la scène, comme Sylvie Vartan, euh, d'une manière complètement décomplexée et puis vraiment dégagée de justement cette tension première que j'ai pu ressentir, de ces enjeux euh, qui ont servi vraiment à rien, parce que je pense que, enfin, ça m'a pas amené plus loin, ça m'a pas c'était des enjeux un peu inutiles que je pense je sais pas, le monde du spectacle, je crois, et du truc d'être populaire, d'être suivi et tout ça. Euh, voilà, je pense que là, je suis bien dégagé de ce truc-là, bien que j'ai jamais trop joué ce jeu-là non plus avant, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai cette image-là, en fait, cette image-là du train, tu sais, où les rails, ils se font en fonction de ce que le train est en train de faire, ils se mettent sous les roues. Et comme si quand tu dépasses un certain stade, quand tu rencontres certaines personnes, on voulait détourner ton train pour le mettre dans un entonnoir d'où vont sortir une dizaine de trains par an. Et toi, tu dois trouver ça super de te mettre à disposer tes rails pour aller dans cet entonnoir et avoir une chance peut-être de sortir. Et il y a une grosse tension à cet endroit-là parce que tout le monde doit respecter les mêmes codes. Il y a une course à l'image, à l'identité visuelle, à la présence sur les réseaux, aux bonnes connexions justement dans le réseau aussi humain interne à la musique, dans ce qu'elle a comment dire, au niveau souterrain auquel les gens n'ont pas accès, mais il y a des espèces de trucs qui se font et au bout d'un moment on peut ne voir plus que ça. Et dans les moments où un groupe peut se perdre, c'est le moment où il essaie de rattraper le train qui va dans l'entonnoir qui est juste devant lui et se perdre en route. Bon, après mon image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'avais cette impression-là. Et je trouve ça super de sentir que toi, en fait, ton train, il se balade sur ses rails à lui et sans Mm. savoir vraiment où ils vont tourner, mais en se disant, putain, pour l'instant, c'est cool et ça avance doucement. Son petit bonhomme de chemin de fer. Donc, mais moi Exactement. j'ai une autre expression sur Ouais. le. Moi, j'ai toujours dit, à force de vouloir surfer la vague, on finit Mm. par s'écraser sur les rochers. Voilà, voilà. Et ça, c'est un conseil que je donne. Non, mais je pense, t'as raison. Et puis, enfin, moi, c'est le fait d'avoir fait de la musique et d'avoir été un personnage, enfin, voilà, une image et tout ça d'un seul coup aussi.
qui fait que j'ai pas pu trop adhérer à ce truc-là, je pense. Et si j'avais fait, enfin, quelqu'un qui fait son premier album à 18 ans et quelqu'un qui fait comme moi son premier album à 30, je sais pas combien, 33, 34, je pense que ça a rien à voir. Et néanmoins, moi, je pense que j'ai envie de m'inscrire sur la durée et puis de me surprendre, de surprendre éventuellement un public et les gens et tout ça. Mais sur ce truc de formatage, c'est sûr que ça existe. Enfin, on voit bien. Et du coup, moi, je pense que je suis pas du tout dans la même cour. Enfin, c'est un peu la médiatisation. On considère ça un peu comme la cour des grands. C'est le truc auquel il faut accéder. Et si t'accèdes pas à ça, bah du coup, ça veut dire que t'as pas réussi. Je trouve que c'est un truc. Moi, j'ai jamais autant interrogé la notion de réussite que depuis que je fais de la musique. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment une thématique qui m'avait jamais traversé, enfin qui m'a jamais accompagné, quoi. Ce truc-là de réussir sa vie en tant qu'artiste, comme, enfin, je me disais que la réussite allait être très subjective et que du coup, il n'y avait pas cette histoire-là c'est pas quantifiable comme un mec qui fait du pognon, quoi. Vraiment. Mhm. Donc voilà, c'est assez étrange de se retrouver à mon âge avancé. Ça va, je suis pas si vieux, mais je veux dire, en tant qu'adulte, comme ça, d'un seul coup, dans des trucs de réussite et de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, et puis qu'est-ce que c'est réussir. Est-ce que réussir, c'est Clara Luciani matraquer à la radio toute la journée, ou est-ce que c'est le mec qui passe pas vraiment à la télé, mais qui vit de sa musique et qui tourne, enfin qui voyage, moi j'ai toujours, enfin je veux dire, il y a pour moi un mec comme Pierce Faccini par exemple qui est pas très médiatisé, pour moi ça c'est un symbole de réussite que j'aimerais avoir, et c'est pas l'image, la grosse image de maintenant qui m'attire. C'est pas du tout cette médiatisation-là. Puis je pense que c'est mort. Et puis je pense que je fais pas ce qu'il faut pour ça. Je pense que j'ai pas la tronche qu'il faut. J'ai pas, tu vois. Mhm. Donc oui, voilà, voilà. Ouais. Moi, ce que je me dis aussi, c'est comme si dans là où ça se bat, en fait, il y a une sorte de fébrilité, une sorte de guerre à la reconnaissance qui, je ferais le parallèle des drogues en me disant que c'est un peu de la cocaïne qu'ils cherchent, parce qu'il y a tellement un gap entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils voudraient s'offrir, que du coup, on est sur quelque chose qui doit être fulgurant pour valoir le coup. Ils sont à la recherche de la fulgurance. Et c'est vrai que dans ce que tu évoques, il y a quelque chose de plus tranquille et quelque chose de plus pépère qui n'est pas négatif dans ma bouche. Le mot de pépère, c'est parce que justement, ça prend soin de ce qui est déjà là. Et en ça, j'aime bien ramener la discussion là-dessus parce que ça fait partie un petit peu de pourquoi j'ai choisi aussi de passer ce moment avec toi. C'est la tranquillité de maintenant. C'est dire celui que je suis maintenant, il me va. J'ai pas besoin d'aller chercher celui que je serai dans 5 ans qui sera sur les plateaux télé en train de faire, je sais pas moi, les soirées sur France 2 à Taratata et compagnie. Il n'y a pas besoin de ça. Déjà là, c'est bien. Et savourer ce qui est en train de se faire. Bon, bref, donc je sens ça dans ce que tu évoques et je trouve ça inspirant et puis apaisant. Bah en plus c'est pas tout à fait facile de le faire, ce truc-là de vivre le moment présent et de dire bah là j'en suis là, c'est bien, je kiffe, machin, là, là. Parce qu'on est toujours un peu poussé plus loin par des espèces d'entités qui donnent leur avis, ou enfin qui orientent, qui jugent et tout ça. Enfin, moi je pense que là maintenant le système de reconnaissance des jeunes et tout ça, c'est vraiment une autre manière de faire les choses, et je pense qu'il faut bien l'accepter, il faut bien savoir où on est, quoi. Euh, Sinon on devient vraiment des vieux cons de dire bah maintenant. Mais moi j'aime bien. Euh, Enfin, je pense que c'est possible de vivre de ce qu'on fait artistiquement sans être connu, et qu'en fait il y a vraiment des milliers et des milliers de gens qui peuvent prouver ça. Et moi, tous les jours, je rencontre des gens comme ça, voilà, qui passent pas à la télévision, mais qui ont beaucoup de choses à donner, à apprendre, enfin, qui sont bien plus que valables. Enfin, ouais, voilà.
Des gens qui sont en rapport aussi avec un certain réel, on peut dire, même si le réel c'est une notion un peu vaporeuse, mais quelque chose d'être dans la vie concrète quotidienne des gens et de pas perdre pied ou perdre racine. Donc du coup, ce qui a de rigolo, c'est que j'allais te poser une question. Je savais pas si j'allais te la poser. Je l'ai écrite. Je me suis dit tiens, mais vu tout ce que tu viens de me dire, en fait, je me demande si quelque part tu trouves pas ton rapport à la musique politique dans la forme ou dans le fond, alors que ça en a pas l'air à première vue. Je pense par rapport à un chanteur engagé, je peux pas dire ça, ou n'importe quel chanteur engagé. Moi, je suis plus chanteur dégagé, mais du coup, ça empêche pas peut-être une espèce de position politique. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, elle est pas du tout en avant parce que euh, même dans la vie, elle est pas vraiment en avant. Enfin, par rapport à un militant ou je sais pas quoi. Donc, je peux pas dire ça, mais ça peut être une interprétation extérieure que je t'accorde tout à fait le droit d'avoir. Est-ce que quelque part, ce que tu fais, c'est pas quand même politique au niveau de ton positionnement dans ta carrière artistique? C'est-à-dire que en tant que réalisateur, tu es sur plein de projets, mais t'es pas genre sous les feux des projecteurs. Dans toutes les casquettes que tu as, en fait, tu es reconnu sans être sous le feu des projecteurs, et c'est en combinant ces casquettes qui fonctionnent toutes que finalement tu arrives à en vivre. Et je trouve ça presque politique dans un sens doux, en fait, mais doux mais incarné. C'est-à-dire que t'as pas besoin que les autres changent. Tu t'es positionné. Et pour moi, c'est plus politique de se positionner soi que d'essayer de faire bouger les autres. C'est que mon avis, mais bon. Ouais, ouais, bah après, je sais pas, parce que là encore, ça interroge ce que c'est qu'une réussite, et puis ce que c'est qu'aussi l'ambition. Parce que je crois ça aussi, c'est un mot que j'avais jamais autant interrogé qu'en commençant la musique en public, disons. Euh, L'ambition, ça aussi, c'est un mot qui m'accompagne pas du tout et que j'ai découvert. Et je pense que pour moi, il y a vraiment une histoire d'ambition, en fait. Euh, et moi, j'ai toujours été assez impressionné et admiratif des artistes qui visent les étoiles, enfin qui sont à leur place comme ça, qui sans se poser de questions comme ça. Ça m'a toujours impressionné et ça m'a souvent gêné aussi. Et moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Moi, je peux pas autant assumer ma musique. Euh, pour moi, ça peut pas être aussi important que ça. Enfin, autant important que ça. Et, euh, et ouais, voilà, moi, j'ai toujours de l'admiration devant la personne qui porte son projet, comme si c'était vital. Moi, je pense que la grande différence, c'est que j'ai pas l'impression que je pense que ma pratique musicale et artistique, elle est vitale, mais le besoin de reconnaissance qui en découle ou le besoin de le faire écouter, de le montrer, moi, ça m'atteint pas. Enfin, moi, je ressens pas ça. Donc, je pense que ça peut être politique de l'extérieur, mais que c'est pas du tout. C'est surtout une affaire de personnalité profonde, je crois. J'entends. Tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple de Pierce Faccini comme d'un chanteur qui est reconnu, mais qui est reconnu de façon mesurée, on peut dire ça comme ça, qui fait carrière, une vraie carrière. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de quelqu'un justement que tu admires, mais qui a ce côté je veux être sous la lumière et qui a réussi son pari? Bah, moi, je pense que quand on est sous la lumière, c'est qu'on est comme ça. Enfin, c'est qu'on a tout fait pour ça. J'ai l'impression. Moi, j'adore voir quelqu'un à qui la situation échappe. Enfin, je suis un peu dans la peau de ce personnage finalement. Mais moi, j'aime bien le hasard, et cette espèce de la chose qui fait qu'à un moment, il y a un alignement de planètes, un peu à l'ancienne, quoi. Quand on disait, putain, j'ai entendu un mec qui chantait une soirée, je sais pas, il s'appelle Maxime Le Forestier, sa maison, ça s'appelle, il y a une histoire de maison bleue, machin, et le mec fait un disque et tout ça. Enfin, il y a un truc qui a l'air de relever du hasard et pas du marketing, en fait. Et de la même manière, j'adore imaginer que dans un groupe, c'est que je vois sur scène à un moment, j'aime bien les imaginer comme des amis d'enfance, des gens qui pouvaient pas faire autre chose qu'être ensemble et qui ont fait ce projet-là et qui sont là maintenant et ça marche et tout ça. Donc moi, je pense que
on veut pas voir l'envers du décor et tout ce qui est nécessaire pour que de nos jours quelqu'un soit vraiment mis en lumière. Et ouais, je pense que quelqu'un qui est en lumière en ce moment, c'est quelqu'un qui a tout fait pour et qui a vraiment maîtrisé le truc, qui a vraiment voulu faire ça. De la même manière que une personne veut faire, par exemple, The Voice, par exemple, où, c'est quand même très volontaire comme affaire. Moi, moi, je me sens pas capable, enfin, je me sens pas l'envie ni l'ambition, et je préfère un peu ce truc-là de heureux hasard, de choses, d'évidence, de trucs complètement inexplicables qu'on peut lire chez Philippe Catherine, par exemple, ou plein d'autres mecs comme ça qui ont l'air d'être eux-mêmes. Je sais pas, j'ai pas. En fait, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles. J'ai l'impression dans ce qui est dans toutes ces thématiques, quoi, de réussite et de médiatisation. Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir plein d'exemples et contre-exemples de ce que c'est vraiment. Bah, en fait, quand je te posais cette question-là, je pensais à des groupes que moi j'aime bien, mais qui sont calibrés pour fonctionner. Je pense à The Do ou à Metronomy, ou même plus récemment, je sais même plus son prénom, je vois bien. C'est pas que j'aime bien elle, mais pour le coup, elle vient d'exploser. Elle a une frange là, elle fait des chansons féministes. Comment elle s'appelle? C'est un prénom, un vieux prénom. Suzanne. C'est Suzanne, voilà. Bon Ouais. bah Suzanne, tous ces projets-là en fait que je viens de citer, alors Suzanne exceptée parce que vraiment je suis pas vraiment client, mais Métronomie, Zodo ou d'autres groupes qui ont ce côté un peu marketé, un peu léché, où tu vois bien qu'ils sont pas seuls à avoir réfléchi sur le projet, il y a vraiment Mm. tout un packaging en fait autour, et dans ce packaging il y a quelque chose d'artificiel, et pour autant la musique qu'ils font elle est suffisamment puissante pour aller au-delà du packaging pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à... Bon, bah, l'exemple phare, évidemment, c'est Stromae, par exemple, où il y a, pour moi, une vraie adéquation entre un truc hyper marketé plus quelqu'un, pour de vrai, qui derrière balance quelque chose d'authentique, si bien que dans son comportement, ça se voit, puisqu'il arrête de faire carrière au moment où ça explose. Mm. Ouais, bah ça, c'est des combinaisons, effectivement, là, qui sont assez incroyables. Ouais, quand justement tu as conscience de l'entreprise que c'est, et de la machine, et des moyens, et tout ça, et qu'en même temps, il y a une vraie qualité, et que tu as une impression de sincérité, de trucs naturel, quoi. Mais ça, du coup, je pense que ça, j'en parle dans mon spectacle, en fait, de c'est quoi une vedette, c'est quoi une star. Et je pense que là, on parle de star, en fait. Enfin, euh, voilà, moi, j'aime bien interroger ce truc-là parce que je serai jamais une star. Enfin, je le sais, je crois. Et, et en même temps, je pense que ça cohabite, tout ça, quoi. Tout ça cohabite. Et quand on est un peu underground, je pense on aime bien casser du sucre sur le dos de ces stars-là, quoi. Enfin, ou de pas comprendre. Enfin, moi, j'aime rien, par exemple. Moi, j'aime vraiment rien. J'écoute les mêmes trucs depuis des années. J'ai l'impression, de temps en temps, je découvre un truc, mais dans l'ensemble, j'aime rien, quoi. Enfin, je trouve vraiment tout le monde est con. Enfin, voilà. Euh, je trouve enfin, ouais, les musiques, et de temps en temps, effectivement, il y a un truc qui appuie sur le bon bouton. Mais peut-être je suis mal placé pour en parler parce que j'aime rien en fait. Je trouve ils sont tous déguisés en ce moment. Ça c'est un truc Mm. qui revient vachement dans un projet. Tu sens qu'effectivement il faut bien réfléchir aux costumes et tout. Moi ça m'angoisse, je crois un peu. Enfin appliqué à moi. Là encore c'est peut-être parce que j'ai pas 20 ans peut-être aussi. Enfin mais moi ouais ça me gênerait. Oui, oui, bah, justement, on revient sur, il y a un côté très impudique des personnes qui vont se mettre au centre de leur projet de cette façon-là, en disant, faites de moi une star, faites de moi une fusée, quoi. Alors que finalement, moi, c'est une question de vitesse aussi que je vois dans ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment, tu sais, quand on apprécie une balade parce qu'on l'a fait à pied ou en vélo, parce qu'on a le temps d'apprécier quoi, ce qui est en train de se passer. Et là, il y a une volonté d'être supersonique. J'ai une question qui change de sujet pour savoir pour qui tu composes tes chansons.
Je crois que ça doit être vraiment pour moi-même uniquement. Enfin, et que par hasard, au détour d'une thématique ou d'un sujet, les chansons s'adressent à des gens d'un seul coup. Mais la plupart du temps, je le prévois pas du tout. Mais l'initiative de faire la chanson, elle m'appartient au début et c'est vraiment, j'allais dire, c'est peut-être pas très élégant, mais composer une chanson pour moi, c'est vraiment très masturbatoire. C'est-à-dire, on est là, on est tout seul déjà, ce qui est quand même bien, et on se met à composer quelque chose qui au début est pas grand-chose, et ensuite, enfin moi je le vis comme ça en tout cas, je le chante et je le rechante jusqu'à ce que ça devienne parfait pour moi. Donc c'est pour ça que je parle un peu de trucs masturbatoires parce que il y a un truc vraiment de finalement, on va chercher, moi je vais chercher dans la composition mon propre plaisir, la phrase qui va faire que j'adore chanter, et du coup je vais la chanter 100 fois, et jusqu'à un petit peu l'optimiser, même si le mot correspond pas très bien à la démarche, mais c'est un peu ça, jusqu'à ce qu'elle me fasse le plus grand bien. Et du coup, les chansons, je les construis comme ça, donc c'est ultra égoïste et c'est vraiment pour me faire du bien, quoi. Et donc, comme je disais, après, dans l'écriture du texte, c'est là que l'adresse arrive ou pas. Des fois, c'est gratuit, mais des fois, d'un coup, c'est dirigé vers quelqu'un de très précis ou vers plusieurs personnes au fil d'une chanson aussi, ça peut arriver. Ou alors qu'on ne le décide pas du tout, mais il y a vraiment des personnages changeants au fil d'une chanson à qui on s'adresse, quoi. Ok. Et dans ce plaisir que tu peux prendre à composer ces chansons-là, c'est parce que tu vas les chanter sur scène, déjà première question. Et deuxième question, est-ce que c'est un plaisir quand tu les composes que tu pourrais qualifier d'autistique? Oui, sur d'autistique, oui, je pense, parce que hum, moi, d'une manière générale, je suis pas vraiment capable enfin, de faire la même activité pendant des heures et des heures, et ça, c'est vraiment une exception, enfin une des rares exceptions, quoi. Un truc. Euh, donc, je pense qu'il y a un truc légèrement autistique là-dedans, dans le sens où le temps se met à passer vraiment très vite. Des choses comme ça, quoi. Un truc, mais je crois qu'il est un peu de l'ordre d'une espèce de méditation, en fait, d'état un peu méditatif, je crois. C'est un peu mon équivalent de la méditation. La première partie de la question, c'était quoi déjà? Je demandais, est-ce que ces moments-là où tu prépares tes chansons, elles sont Ah déjà oui, en vue de les oui. chanter sur scène? Et non, ça, je pense. Du coup, non, c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas du tout dirigé vers les gens. Par contre, la scène, ça permet aussi ça. Ça permet à un moment de déplacer le truc et de se dire, tiens, cette chanson-là que je chante pour l'instant juste pour moi, comme si elle devait juste mourir ce soir, comme si c'était un truc à faire aujourd'hui, comme une activité, et qu'on allait passer à la suite. Et ben en fait, en pensant au public, on peut transformer le truc et se dire, ben, s'imaginer d'un seul coup une audience, des oreilles, je pense que ça influe et je pense qu'il y a moyen d'en jouer et du coup d'améliorer une chanson ou peut-être aussi de la pervertir complètement alors qu'elle était très bien dans son secret et que c'est comme ça qu'elle aurait dû rester, mais je sais pas. Mais voilà, moi je le vois plus comme ça. Ok. Est-ce que ce serait juste de dire que pour toi, parler de poésie, c'est cucu, mais faire de la poésie, c'est la vie? Alors moi je considère pas que je fais de la poésie, je crois. Je pense que j'ai un univers poétique, mais moi je considère pas que je fasse de la poésie. Euh, Après, non, non, je trouve pas ça cucu du tout. Enfin, la poésie, c'est un plus joli mot que l'ambition, en tout cas, dont on parlait tout à l'heure, ou la maîtrise. Je trouve poésie, c'est un mot très facile pour contrer tout un tas de choses, pour moi. Ok. Je vais peut-être essayer de reposer ma question, en fait, si tu veux. Mm. Tout à l'heure, tu disais par exemple, j'aime personne. J'ai l'impression qu'à travers les chansons, tu vas être en adéquation avec la vie de façon assez optimale pour toi, et que la vie dans ce qu'elle a de concret, elle est moins sympa que quand elle passe à travers les cordes d'une guitare et les paroles d'une chanson. Oui, mais moi, j'applique ça vraiment à plein d'autres choses. Moi, qui suis passionné de cinéma à la base et de récits et d'histoire, quoi, en fait. J'ai toujours enfin, dit comme ça, c'est un peu violent, mais préférer le cinéma à la réalité, par exemple.
Je pense que c'est un peu là pour ça, quoi. Ça a plein de rôles différents, l'art en général, quoi, que ce soit le cinéma, la musique ou d'autres choses. C'est-à-dire soit de s'évader de sa vie, soit de souligner les choses de sa vie, soit d'être en écho. Mon répertoire de chansons, c'est moi idéalisé aussi, ou c'est quelqu'un que je peux pas être vraiment. J'ai des chansons qui sont pleines d'espoir, beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'espoir dans les chansons, de l'espoir que j'ai peut-être pas forcément dans un discours dans la vie de tous les jours, par exemple. Ouais, je pense que ça permet ça aussi. Ok. Bah, du coup, ça m'amène à la dernière question que j'ai écrite. Ça veut pas dire que j'en poserai pas d'autres, mais je me dis, est-ce que tu te sens appartenir à l'humanité concrètement? Et si oui, de quelle manière? Humanité, je sais pas, ça, je sais pas. Euh, je me suis vraiment jamais, enfin, je me suis pas posé la question jamais dans ces termes-là, de faire partie de l'humanité ou pas. Je pense que scientifiquement, je suis pas du tout scientifique, mais je crois beaucoup à la science, hein. Je pense que que ça explique les choses. Je pense que par définition, je fais partie de l'humanité, mais moi, j'ai toujours un peu considéré la vie comme un truc très chaotique. Après une discipline artistique, je trouve que ça permet ça aussi, d'être un peu sur une rivière qui coule et tu as un truc hyper aléatoire, très changeant qui se passe. Donc dans ce sens-là, je me je sais pas trop comment dire. J'ai vraiment l'impression d'être maître de rien. Comme moi je suis pas croyant par exemple, mais je veux dire, pour moi j'ai un peu la religion du hasard un peu. Et je trouve que, pour revenir au domaine artistique, je trouve que c'est peut-être pas un hasard justement qui a fait que je me suis dirigé vers ça, parce que je pense que c'est vraiment un chemin qui permet d'avoir l'impression de laisser filer et d'appartenir à rien, de ni être trop les pieds sur terre, ni être trop la tête dans les étoiles. Il y a un truc comme ça, je pense, qui me correspond bien. Et je crois que c'est une manière aussi d'être singulier, je crois, enfin de creuser quelque chose de singulier. Donc dans ce sens-là, c'est un peu en marge d'une humanité, j'imagine, je sais pas. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu me disais, euh, appartenir à l'humanité, oui, mais à travers mon filtre à moi, que je travaille de plus en plus de manière à être de plus en plus en paix avec le fait de regarder l'humanité. Mais il faut que mon filtre il soit optimal et qu'il soit calibré pour moi, de manière à me sentir tranquille. Mais si peut-être il y avait une confrontation trop abrupte et pas du tout décidée par toi, ce serait peut-être plus dur d'appartenir à l'humanité, je sais pas. Et ben, oui, moi je crois que c'est vraiment une manière de trouver mon confort dans mon parcours, que ce soit à long terme sur une carrière de musicien ou même un soir, un concert en particulier. Enfin, je pense que s'il y a vraiment ce truc-là de confort qui repose sur l'idée que je maîtrise rien, qui m'accompagne dans la vie. Je veux dire, par exemple, mon rapport à l'astronomie, il est préhistorique, quoi. Pour moi, le ciel étoilé, c'est pas plus beau que le futuroscope de Poitiers, quoi, si tu veux. Et j'ai pas ce truc-là je vais pas chercher bien loin, quoi, en vrai. Du coup, je pense qu'il y a un truc très rassurant pour moi de me dire que les choses m'appartiennent pas et que de pas me rendre compte à quel moment j'influe sur les choses. Moi, je trouve que ça, c'est un peu mon confort. Et le fait, l'image du ruisseau très poétique que j'ai employé tout à l'heure, je pense c'est bien ça. Et que j'aime bien me sentir pas vraiment capitaine du navire, quoi. Et en même temps, rétrospectivement, je vois bien les moments où j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver à telle ou telle fin. Mais je pense que j'aime bien voir ça comme ça. Est-ce que tu te sens connecté à des gens qui font de la musique? Tout à l'heure, tu évoquais, tu croises sur ton chemin des gens qui font de la musique avec la même dynamique un peu, en disant je vise pas les étoiles, je veux simplement je vais faire ça de façon ok pour moi, ok pour les gens, dans des conditions acceptables pour tout le monde, et le vivre le plus régulièrement possible, et rester doux avec moi. J'ai l'impression, tiens, ça c'est une question qui me vient en cours de route, mais est-ce que le fait d'être doux avec toi, c'est important? Bah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Après, c'est pas mon dicton non plus, hein, mais moi je pense qu'il n'y a pas de, justement l'art dans le sens large vraiment, c'est vraiment un endroit où c'est possible, je trouve, de pas se brusquer, de laisser mûrir les choses. Euh,
Moi, il y a quelque chose qui me correspond beaucoup et qui fait partie de la vie, je pense, d'un auteur ou d'un artiste. C'est ce moment où tu as l'impression de ne pas faire grand-chose ou de rien faire ou de perdre du temps, justement, et où finalement c'est totalement nécessaire pour ce qui arrive après. Euh, donc, pour moi, la pratique artistique, c'est vraiment l'endroit où être doux avec soi-même. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, la composition, c'est me faire du bien dans un premier temps, et après voir si ça peut passer la frontière enfin, la porte de la maison, quoi, quasiment. Euh, donc, ouais, j'aime bien voir ça comme ça. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans une carrière artistique et qui voudrait suivre un rythme pépère et qui veut le faire en fait de l'ancienne manière? Parce que c'est vrai, tout à l'heure, tu évoquais une période qui est plus ou moins révolue, mais qui peut exister malgré tout en second plan, on pourrait dire, de ce qui se voit sous les projecteurs. Parce que c'est vrai que, est-ce que, c'est des questions un peu à la con, mais c'est des vraies questions aussi. Est-ce que Souchon aujourd'hui il sortirait du lot? Mm. Est-ce que Goldman il sortirait du lot? Je me dis que des voix comme ça, des personnages un petit peu plus, En gros, les gens un peu normaux. oui, tout à fait. Mais ouais, c'est vrai. Mais je pense, moi, c'est une de mes ambitions d'artiste, hein, mais il y a plein de gens, vraiment plein de gens comme ça, d'être normal, enfin, d'être vraiment, d'être sensé, de pas en faire trop. Le risque, c'est de pas en faire assez. Enfin, je pense que moi, c'est l'écueil dans lequel je suis parfois tombé, mais ouais, moi, j'aime bien voir les gens normaux. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça prend aussi un autre sens quand une personne normale fait quelque chose d'extraordinaire et que tout ça donne une impression de naturel, mais au final c'est très travaillé, très réfléchi et tout ça. Donc je sais pas si Souchon, Woolsey, et là de nos jours, je sais pas trop où ils en seraient. Ils auraient peut-être une petite rythmique latine au fond de leur morceau là, je pense, quelque chose comme ça, qui serait vraiment dégueulasse, je pense. Avec Sean Paul. Hmm. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cet échange que je t'ai pas posé? La chanson que j'aurais rêvé d'écrire. Ah ouais. Bah, Bah du vas-y, coup, pose-moi la question. ça va être très naturel, attention. Zachary, est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais rêvé d'écrire? Oui. Born to be Alive. Et je serais absolument hors de danger maintenant. Je serais tranquille. Voilà. Et ça m'emmène sur une autre question. Est-ce que tu supporterais de faire Born to be Alive et de jamais refaire un tube pareil quand le climax de ta vie il est au départ? Ouais, moi je pense, ouais, carrément. Moi je compose Born to be Alive et ensuite on passe 40 ans à dire ah, il a fait qu'un tube et tout ça. Moi, il n'y a pas de problème. Là encore, ça interroge vraiment le truc de réussite. Moi, je pense que la réussite, Born to be Alive, c'est une réussite en fait. On peut pas enlever cette chanson à Patrick Hernandez. De la même manière que les gens qui font la fine bouche en disant, par exemple, Robert De Niro fait plus rien depuis 30 ans. Moi, j'ai envie de leur dire, mais Robert De Niro t'emmerde. Robert De Niro, il a fait Taxi Driver, il était une fois en Amérique, il a fait. Robert De Niro est imbattable. Donc pour moi, c'est un passif qui est là, qui existe. Et je pense on ne peut pas enlever ça, ni à Robert De Niro, ni à Patrice Hernandez. Et on pourra pas m'enlever moi-même mon premier album, mon spectacle, mon futur truc. On ne peut pas enlever toutes ces choses-là. Ce sont absolument des réussites. Et je pense qu'on est un peu éduqué à voir un artiste ou un sportif ou je sais pas qui comme une courbe comme ça qui doit toujours monter jusqu'à je sais pas où. Non, moi je pense que la réussite elle est vraiment en chacun de vous. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, Ce sera ma conclusion. Du moins, on va s'arrêter là-dessus. Non, je vais laisser la parole à Gaëtan qui va venir te poser les questions qui lui sont venues pendant notre échange Très bien. et faire les remarques qui ont popé dans sa tête pendant notre échange aussi. Et puis moi, je reviendrai pour saluer tout le monde. Bonjour Zachary, merci d'avoir passé du coup ce moment avec nous, c'était très agréable.
Il y a le plaisir aussi d'avoir des invités très diverses d'une fois sur l'autre et du divers, mais avec quand même souvent un côté artistique assez prononcé. Moi, j'ai noté de mon côté des petites choses comme ça qui ont été entendues entre Mathieu et toi. Comme par exemple le rapport à la pudeur, le côté artistique et aussi le côté pudeur. Et moi, ce qui m'est venu, en fait, c'est cette chose que je rencontre parfois justement chez des personnes où elles viennent parfois exorciser leurs démons, c'est comme ça que j'appellerais ça, aller se confronter à ce qui peut nous faire peur et quelque part peut-être ne pas laisser grandir ce qui nous fait peur dans l'ombre de notre inconscient. Donc aller sur scène, il y a un côté impudique, mais n'empêche que tu y vas à Zach. Donc est-ce que toi aussi, en fait, tu penses que quelque part, c'est une façon d'exorciser tes démons que d'aller sur scène? Euh, je sais pas tellement. En tout cas, je pense que j'ai toujours considéré que j'allais sur scène pour la simple et bonne raison que je pouvais y aller, comme si cette espèce de privilège, je devais du coup, le prendre à bras le corps. Du coup, j'ai jamais trop considéré ma pratique artistique comme un truc un peu thérapeutique, quoi, disons, ou de cet ordre-là. Néanmoins, j'ai pu constater que j'en avais besoin pour vivre de ma pratique artistique et pour être heureux. Euh, donc, j'imagine bien qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais pour moi, ça se passe pas forcément sur scène. Pour moi, la scène et la représentation ou la diffusion, c'est pas ça le vecteur principal de ce truc-là. Parce que j'adore faire des choses gratuites aussi, des choses gratuites qu'on verra jamais. Euh, Moi, je trouve que c'est faire les choses qui peut être éventuellement thérapeutique, en tout cas qui me fait du bien. Et après, je m'en libère un peu et advienne que pourra là-dessus. Ok, d'accord. Donc c'est plus dans la façon de faire, ou le simple fait de faire déjà te provoque ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté érotique et presque masturbatoire. C'est ce que j'ai entendu. Je cite tes propos, j'ai mis des grands guillemets autour. Euh, Autre question, en fait, c'est plus par rapport à ce que tu représentes, en tout cas ce que je découvre de toi, parce que de mon côté, je te connais pas. C'est ce décalage que tu peux avoir, dont tu parles parfois, mais ce décalage qui est aussi ce détachement que tu peux incarner ou que tu peux évoquer, ce second degré, cet humour que tu as par rapport à ce que tu fais. Et je me demandais, mais hein, c'est une question et toi seul pourras me répondre, est-ce que ce détachement, cet humour, c'est une façon en fait de ne pas se faire trop toucher par l'émotion, de pas être, j'ai mis moi de mon côté, c'est pour peut-être éviter de ne pas être fusillé par des commentaires qui seraient désobligeants. Est-ce que ça parle ou pas du tout pour toi ce que je viens de dire? Oui, je pense que c'est clairement une protection, certainement ça, mais c'est un filtre. Moi, je dirais peut-être parce qu'une protection, on pourrait avoir cette image-là d'un bouclier qui laisse rien passer. Moi, je vois plus ça comme une espèce de filtre. L'exemple que je peux trouver, c'est par exemple quand je rencontre des personnes nouvelles, imaginons une soirée, une fête, quelque chose comme ça, j'ai tendance à être tout de suite sur de l'ironie, sur un second degré, et ça fait filtre, je trouve. Et les gens rentrent ou pas dans cette espèce de brèche qu'il y a là, et qui après peut permettre d'autres choses que le second degré et l'ironie et tout ça. Donc je pense que c'est un peu de la même manière ce que je fais aussi sur scène. C'est forcément pour me protéger, mais pour laisser une espèce de petit espace dans lequel les gens sont censés rentrer. Ok, donc quelque part ça peut filtrer aussi. J'ai retenu à un moment donné, tu évoques le fait que tu aimais bien qu'il n'y ait pas trop d'enjeux finalement. Mais en même temps, et ça c'est tout le côté peut-être paradoxal que l'on peut avoir parfois dans ce que l'on est, tu as utilisé le terme de défendre ton album sur scène. Et défendre un album sur scène, moi, ça me faisait penser quelque part à un gladiateur. On revient à cette notion d'armure dont tu as évoqué là en disant, bah, j'ai pas une armure, mais les gens doivent quand même réussir à s'infiltrer. Donc, c'est ce que j'ai noté, moi, pour te poser la question. Comment réussir, malgré, comme tu le dis, cette ironie ou ce second degré, cette façon de laisser de l'espace, mais quand même avec une certaine protection, en tout cas une certaine armure. Comment réussir à concilier ça avec une fragilité que tu aurais peut-être envie de livrer? Comment est-ce que tu arrives à concilier ce côté «je suis solide», vous prenez pas, avec cette fragilité que peut-être quand même tu as envie qu'on repère? Est-ce que c'est facile à mettre en place ça? Bah, je crois que la fragilité, elle est vraiment là pendant les chansons, et c'est justement tout est là.
Et ça, j'accepte très bien cette fragilité-là, je crois. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu quand même ça l'important d'un concert. C'est quand même toutes ces chansons là et l'histoire qu'elles tissent entre elles. Donc, donc je pense, voilà, moi, c'est un peu en cloisonnant un peu ou en séparant, ou quand c'est le moment de chanter, là, d'un seul coup, il y a pas de phare, il y a pas d'ironie, il y a pas de, les choses peuvent être poétiques, en tout cas, elles sont pas du tout au second degré. Enfin, sont plutôt frontales et simples, et voilà, et c'est des sentiments simples en fait. Enfin, donc voilà, moi je dirais que c'est cette espèce de balancier que je fais entre la fragilité d'une chanson et puis la retenue et le second degré, qui permet cette espèce de ping-pong, et qui moi me permet de livrer mon truc, quoi. Et c'est comme une manière de se reprendre un petit peu, comme quand on a été un peu trop sentimental et que finalement on se reprend et on dédramatise tout. Moi je pense que c'est important de dédramatiser tout, même mes propres chansons, quoi. Donc le visage presque le plus impudique, c'est pendant la chanson que ça se passe. Mm. Certainement, ouais. J'ai noté aussi, tu as évoqué le terme réussir sa vie en tant qu'artiste. Et bon, bah, il y a la notion de réussir sa vie, déjà, c'est une grande nébuleuse. Qu'est-ce que réussir sa vie? Mais surtout, moi, ça m'amenait à parce que tu as parlé très pudiquement de ça, quel est ton rapport avec l'âge? Quel est ton rapport avec ce temps qui passe et ce temps que tu ne peux pas arrêter? Ça évoque quoi chez toi? Parce qu'il y a aussi une sorte de sérénité qu'on peut ressentir dans ce que tu as évoqué avec Mathieu, mais ce rapport avec l'âge, qu'est-ce que ça... Je pense, oui, comme tout le monde, ça doit être un petit peu selon les jours. Il y a des moments où je me dis que peut-être je suis trop vieux pour ces bêtises, et à d'autres moments, je me dis que je suis qu'un jeune poulain. Et puis, moi, en tout cas, par rapport à l'âge, j'ai un truc qui me suit. Enfin, euh, c'est quelque chose qui me suit depuis un peu toujours. C'est que j'aime faire les choses pour la première fois. J'aime être un débutant, en fait, ou me considérer comme un débutant en tout. Et du coup, c'est une manière, malgré le temps qui passe et l'âge qui avance, d'essayer de me placer tout le temps dans la peau de débutant. C'est pour ça aussi que j'ai un apprentissage de la musique, par exemple, qui est complètement autodidacte, qui est complètement de briques et de broc, qui ressemble à rien. Enfin, je lis pas la musique, et je préserve un peu ce truc-là, bizarrement, alors que ça pourrait m'ouvrir des portes, mais justement pour me sentir débutant en tout, parce que je trouve qu'être débutant en tout, c'est déjà une grande force, et c'est s'offrir vraiment le plaisir immédiat dont on parlait tout à l'heure avec Mathieu, d'être toujours dans une découverte. Euh, donc moi j'essaie de me placer un peu comme ça, et j'ai l'impression que ça peut durer un certain temps, voire peut-être pour toujours, on sait jamais. Alors, ce que tu viens de me dire, du coup, me renvoie vers ce que j'avais noté sur tu joues avec les codes, que tu disais, tu joues tellement avec les codes, mais en prenant dans ta cour de jeu aussi le public, puisque tu as évoqué comment tu gérais les rappels, ce qui est quand même une gestion qui était très spécifique, mais qui est très intéressante. Et plutôt qu'avoir la frustration de ne pas être rappelé, tu pourrais faire gérer les choses en ayant prévu, a priori, un décorum, une vidéo ou quelque chose qui permet d'être sûr de déclencher ça. Et c'est quand même malin, plutôt qu'être frustré. Et ça veut dire aussi que tu prends avec toi dans la cour les gens parce qu'ils sont pas dupes dans la salle, et justement dans ce côté rester jeune, découvrir, ne pas être un 100% spécialiste et être fatigué quelque part de sa technicité. Le fait de rester dans cette jeunesse-là et d'emmener les gens dans ta cour de jeu, je trouve que tout ça c'est assez raccord finalement. Oui, là t'as soulevé un truc, c'est la technicité, effectivement. Moi, c'est un truc qui me parle pas du tout, alors que pourtant, voilà, dans mon boulot de réalisateur et cadreur, je suis vraiment tout le temps avec de la technologie dans les mains et de la technique et tout ça. Mais je refuse un peu, je fais un peu un refus d'obstacle là-dessus. Euh, donc pour moi, la technique, elle est pas du tout importante, et c'est pas une fin en tout cas. C'est vraiment un moyen. Et je pense que tout dans mes pratiques artistiques est un peu régulé avec ce truc-là, c'est-à-dire d'arriver très vite à une limite technique pour pouvoir créer d'autres choses, pour pouvoir pour pouvoir se surprendre, et puis surprendre aussi, je pense, pas mal les autres.
Donc le spectacle et les différents moments, événements qu'il y a, j'ai voulu faire ressortir ce truc-là, c'est-à-dire qu'on sente pas vraiment la technique, alors que voilà, il y en a, pour se dégager un peu de ça et pour dégager aussi le public de ça. Et j'ai retenu aussi un mot, mais qui m'a parlé beaucoup, c'est le côté fait main, le côté fait finalement sur mesure pour un public. C'est aussi quelque part ton cœur qui fabrique quelque chose que tu livres pour quelque chose que tu destines. Voilà, tu as déjà l'idée des gens que tu vas rencontrer et tu le fabriques justement pour que cette rencontre se passe au mieux. Enfin, en tout cas, le côté fait maison, c'est aussi ta valeur ajoutée. C'est aussi ton humanité que tu vas pouvoir mettre dedans, au-delà, comme tu dis, du côté technique et peut-être froid qu'on pourrait imaginer derrière le côté technique. Oui, effectivement, ça me permet ce dispositif avec un écran, ça me permet vraiment d'être sur l'intime comme jamais, enfin de dévoiler énormément, parce que cet écran c'est vraiment comme une fenêtre sur la création, sur ma création, ma manière de voir les choses, menteuse ou pas, enfin plus ou moins honnête, ça dépend des fois, et que du coup c'est quelque chose d'assez magique de voir que moi quand je joue ce spectacle, il y a des moments où je suis en train de chanter une chanson et tout le public regarde l'écran, et ça c'est vraiment un truc unique et vraiment formidable, où d'un seul coup, je suis un peu dans une position d'observation, d'un seul coup, plus personne me regarde parce qu'il y a quelque chose à suivre dans l'écran. Et je crois que là, j'ai trouvé quelque chose qui étanche ma soif d'art et d'expression, mais aussi qui répond à ce truc de l'ombre dont je parlais, que je retrouve plus dans la réalisation. Et du coup, d'un seul coup, d'être aussi spectateur de ce qui est en train de se passer, qu'il y a une espèce de rebond comme ça. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant de vivre En fait, ça. ce que j'entends dans ce que tu évoques, c'est que tu réunis ta part d'ombre et de lumière, ton plaisir d'être dans l'ombre et ton plaisir aussi d'entrer la lumière quelques minutes avant. C'est une manière très cool de voir, de voir ce spectacle. Tu t'es réuni en un seul avec toutes ces caractéristiques. Très chouette. Merci. Merci beaucoup, Zach. Je vais rendre la parole à Mathieu qui va conclure maintenant concernant l'émission. Merci beaucoup Zachary pour cet échange riche, passionnant, humain et amical. Merci pour ta confiance, c'était un réel plaisir. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son soutien et son aide précieuse et aussi son esprit d'analyse. Et enfin, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!